Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quad 9. Aujourd'hui, je reçois le professeur de lettres Louis-Georges Placide. Je suis très content de le recevoir à Zoc Télévision. Ce monsieur a enseigné au lycée de Trinité, où j'étais moi-même élève à l'époque. Et je me rappelle l'admiration qu'on avait pour lui, tant les garçons que les filles, parce que c'était quelqu'un avec une certaine stature. Et vraiment, ça faisait couler beaucoup d'encre à l'époque à Trinité. Je suis très content ce matin de l'avoir à Zoc Télévision. Bonjour professeur, comment allez-vous? Je te salue et je te renvoie la balle. C'est moi qui suis fier, et je te l'ai dit avant qu'on commence l'émission, d'être en face de toi parce que tu corresponds à une génération d'élèves. Je peux pas dire qu'il y avait de moins bonnes, de meilleures. Oui, bien sûr. Mais ce qui est certain, c'est que ta génération, à l'époque où j'étais prof à Trinité, elle était exceptionnelle et je vais résumer en un mot. Elle était debout. Merci beaucoup, professeur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un ouvrage intitulé Les émeutes de décembre 1959, un repère historique. Alors, très rapidement, les émeutes de décembre 59 en Martinique constituent un repère historique dont le cinquantenaire est commémoré en devoir de mémoire. Professeur, vous avez fait beaucoup de choses, mais on va s'arrêter à décembre 59. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de décembre 59? Je peux prendre tout ce qui est écrit là, mais je préfère l'entendre de votre bouche. D'accord. Disons que, paradoxalement, ça choque certains quand je le souligne, décembre 59, c'est le premier événement que les Martiniquais reconnaissent comme étant le sien. C'est la première véritable date de notre histoire. Je dis paradoxalement parce qu'avant, il y a forcément... Oui. J'exclus la montagne pelée, bon, t'as nous déjà point. Bon. Mais si l'on prend par exemple l'abolition de l'esclavage, Oui. Nous sommes les nègres marrons de Martinique imposent qu'il y ait une abolition, c'est-à-dire que c'est l'insurrection de Saint-Pierre qui crée l'abolition de l'esclavage sur le territoire. Et quand le représentant du gouvernement arrive, il arrive avec un projet qui dit que l'abolition ne sera mise en place que 2 mois après la signature, sauf que la Martinique a déjà imposé. Mais paradoxalement, nous ne fêtons pas le nègre marron. Nous ne fêtons pas l'esclavisé qui s'est révolté et qui a imposé cette liberté. C'est Schellcher nous qu'a fêté. Et nous fêtons Schellcher à la date du décret français, mais également, et c'est là, c'est presque révolteux d'y penser, à la date de son anniversaire. Donc, le 22 mai, il existe, il est virtuel, mais il n'est pas actuel. Et c'est après décembre 59, paradoxalement, que véritablement nous prendrons en compte notre histoire et donc les héros de notre histoire martiniquaise. Oui, parce que ce qui se passe là, en fait, c'est un incident, un banal, j'ai envie de dire, un banal incident de circulation entre un automobiliste français et un scooteriste martiniquais. En fait, ça démarre de là. Oui, tout démarre de là et je veux saluer ici le comportement des 2 intervenants. Effectivement, on est dans un climat de tension raciale, disons-le sans détour. Tension exercée tant par le français que par nous-mêmes. Il faut qu'on soit conscient des choses. Et quand cet incident intervient, le français avec sa voiture fait marche arrière, il renverse la Vespa de France Moffat, le Martiniquais. Le Martiniquais, oui. Et le français s'appelait André Baldi. André Baldi. Oui. Et donc, je suis certain du décès de Moffat, il y a 2 ans, me semble-t-il. Mais le français, j'ai jamais pu rentrer en contact avec lui
Malgré toutes les relances que j'ai effectuées, ça n'a jamais... C'est ça. Il faut croire que j'étais au mauvais numéro. Donc il fait une marche en haut, il renverse la Vespa. Il renverse. Et donc, la Vespa, c'est un peu comme en Italie, il y a un culte autour, qui est originaire d'ailleurs de l'Italie, il y a un culte autour de ce moyen de locomotion. Et je me rappelle l'époque où j'étais gamin au Théâtre-Sainte-Ville, l'autre était manié. Donc quand tu avais simplement touché la Vespa d'un gars, tu ne l'avais pas écorché, tu ne l'avais pas rayé. Mais le type en faisait un cas fédéral. Donc, il est évident qu'il y a un culte autour de... Et Franz Moffat dit, non, je veux un constat d'assurance. Le type était avec sa femme et un enfant, me semble-t-il. Et il dit non, il se bagarre. Et le Français, le premier, a dit, oh, bon, nous, café couillon, on fait des idiots, on peut très bien discuter autour d'un pot. Et ils vont discuter à l'hôtel de l'Europe. D'accord. Donc, l'incident... Pour ceux qui ne savent pas, parce que c'était en 59, c'était aux alentours de ce qu'on appelle aujourd'hui l'impératrice, hein? L'hôtel de l'Europe. Non, c'est un autre nom déjà. Non, mais c'est sur la savane. C'est sur la savane. L'hôtel de l'Europe, c'est... Oui, c'est sur la rue de la Liberté. D'accord. Rue qui va... ok, bon. Et donc, l'incident est totalement clos. Oui. C'est bouclé. C'est ce qui est le plus aberrant en plus. Le plus aberrant. Sauf que les CRS ont un contentieux avec la Martinique. Je dis la Martinique parce qu'il semble que le rapport CRS population Guadeloupe se passe relativement bien, alors que chez nous, il faut le dire. D'ailleurs, nous n'avons plus de CRS, ils seront expulsés de Martinique suite à décembre 59. Donc, les CRS sont appelés, ils débarquent, sauf qu'il y a sur la savane à peu près 2000 personnes. Il y a un orchestre qui joue. D'accord. Et donc, un Nimon Concon. Ouais. Et les CRS arrivent et décident d'entrer dans la foule. Mais pour faire quoi? Il y en a même un qui prend son arme à feu, qui tire et qui blesse un gars qui était dans un hôtel. Dans un hôtel. Oui. Et donc, à partir de là, des militaires permissionnaires, tant de Guadeloupe que Martinique, qui étaient dans la foule, s'insurgent parce qu'il y a un contentieux entre eux. Quand un soldat, à l'époque, est hors de sa caserne de manière illégale ou au-delà du temps qui lui était imparti, ce sont les CRS qui le repèrent, qui le ramènent et qui le font sanctionner. C'est ça. Donc il y a un contentieux qui est évident entre ces deux populations et donc combat à caprice, c'est-à-dire que très rapidement les CRS sont caillassés et des gens qui ne sont pas des militaires ramassent aussi, ça nous a à l'époque, fusil maléré, ramassent leurs cailloux et les CRS reçoivent un paquet. J'ai vu des photos d'une des voitures des CRS et elle est complètement caillassée. D'accord. Et donc, c'est ça le point de départ de décembre 59. Le deuxième élément qui active décembre 59, c'est que ce jour-là, le préfet en titre, Jacques Boissier, il quitte la Martinique. Et donc, c'est un secrétaire général qui fera fonction de préfet par intérim. Je reconnais qu'il a fait un certain travail pour éviter le pire, mais il n'a pas la compétence qu'il faut pour gérer un événement aussi lourd. Et donc, les CRS ne sont pas encasernés. On les laisse libres. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, donc le lundi 21 décembre, de manière provocatrice, dans leur jeep avec leurs armes sur le siège, l'arme en main, histoire de te dire, hier soir, mais là, on est prêt pour vous. Ils font des rondes un peu partout dans le centre-ville, également au niveau de la savane. Ouais. Sauf qu'au niveau de la savane, depuis 9h du matin, dès 9h du matin, ceux qui n'ont pas pu participer au premier round de la veille, ils descendent. Mais il y en a qui descendent également simplement pour s'informer. Oui. Donc il y a des jeunes populations et les policiers
On les appelait, à l'époque, ils faisaient partie du corps urbain. Et ils sont essentiellement martiniquais, même si la direction doit être un peu métro quelque part. Donc, ils sont déjà sur site et ils font au moins 2 interventions. Sauf que les autorités préfectorales, tout se passe bien, tout est calme. D'accord. Donc, il y a ce truc. Et de ce fait, les événements reprennent, mais sous une autre forme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les CRS. Bon, les types sont présents et on envoie sur la savane le corps urbain, donc les policiers martiniquais qui interviennent en mix avec les gendarmes. Les Martiniquais sont devant. C'est une population qui n'a pas d'entraînement au maniement des armes. Je parle des policiers qui... Oui, les policiers martiniquais. Les policiers martiniquais n'ont pas de préparation pour ce type d'intervention. Ils sont certainement excellents dans leur niveau de compétence, mais là, bien sûr, c'est pas le cas. Donc, pour des raisons qu'aujourd'hui encore je ne maîtrise pas, or je suis sur l'événement depuis 67, 69, un policier tue un premier jeune. Un policier ou un CRS? Les CRS ne tuent personne en décembre 59. Les CRS ne sont plus dans l'affaire. Donc c'est un policier martiniquais. Un policier martiniquais tire sur un premier jeune, Marangeau. Et il y a un procès qui a eu lieu. D'accord. Là, vous êtes en train de rétablir la vérité pour certaines personnes. Oui, notamment lors de ce procès, bon, il y a des choses qui sont dites qui ne sont pas vraies. Donc j'essaie de faire la part des choses, sans changer qui que ce soit, mais simplement d'être historien, parce que les témoins ils vont progressivement disparaître. C'est ça. Et seule l'histoire devra dire ce qui s'est passé. Ouais. Et donc, une fois que ces 2 jeunes sont tués, et le deuxième est tué dans des conditions encore plus dures, parce que là, c'est un gradé qui intervient. Ils sont en binôme, les choses... je ne note pas dans les détails, bon. Mais là aussi, le gradé tire froidement. Un jeune de 15 ans, c'est ça? Non, il doit avoir 19 ans, celui-là. Celui de 15 ans, c'est le premier. Marangeau, il a 15 ans. Rosil, il a 20 ans, me semble-t-il, entre 20 ans et 19 ans. Okay. Je pense que c'est 20 ans. C'est Betzi qui doit avoir 19 ans. Et donc, les 2 gamins sont tués. On peut presque dire abattus. On peut dire abattus. Je ne le dirai pas, parce que ça va ajouter une charge à l'histoire que je ne tiens pas spécialement à entretenir. Non, mais ce que je voulais dire par ce terme... Mais ils ont tué... Ces 2 jeunes-là ne faisaient rien. Ils étaient là, ils assistaient. Ils assistaient. Quoi. En tout cas, pour Ozil, c'est certain, parce qu'il était tout seul. L'autre jeune martiniquais, c'est vrai qu'il se trouvait avec des émeutiers. Il n'était pas sur un banc de la savane, il était en compagnie d'émeutiers, mais l'histoire ne permet pas déjà de dire s'il était là en tant que je regarde ou s'il y était en tant que je pratique l'émeute, je suis dans l'émeute. Donc je n'ai pas ce détail, donc je ne peux pas trancher. Et donc, une fois que ces 2 jeunes sont tués, comme on disait à l'époque, faute France prédifée. À savoir que des gens qui sont pas révolutionnaires, qui ne sont pas... c'est pas possible qu'on puisse tuer des adolescents. Ce sont des adolescents. Et donc, à partir de là, décembre 59 commence véritablement. Donc, nous aurons 2 nuits, celle du lundi et celle du mardi, pendant lesquelles, donc, la cible, c'est la police martiniquaise. D'accord. Et
pour terminer rapidement sur la dimension événementielle. Et donc, le mardi, il y a un troisième jeune qui est tué dans des conditions... les témoins et la documentation décrivent quelque chose qui semble invraisemblable, sauf que ça s'est réalisé. Beaucoup de témoins confirment que les faits se sont passés ainsi. Il y a un jeune qui sort de son boulot, un jeune de 20 ans, 21 ans, j'ai un trou de mémoire, qui va à Sainte-Thérèse, à la rue Tidoudou précisément, et qui finalement dit à la voisine, je vais voir, c'est pas possible, ça se passe tout près de chez nous. La voisine insiste, sauf que le gamin, il dit qu'à descendre. Donc il descend en longeant la route de Sainte-Thérèse qui va donc vers le carrefour François Mitterrand. C'est-à-dire là où il y a EDF aujourd'hui et puis le là où il y a journal EDF, France-Antilles. Ouais. Et à l'époque, il y avait un escalier qui permettait de sortir de Sainte-Thérèse et de monter vers Mont-Pichefin, en haut, tout en haut. Et donc lui, une fois qu'il se rend compte que il a chaud de chaud, que les choses sont dures, elles sont bandées en bas parce qu'il y a des forces de l'ordre partout et il y a des manifestants en face. Il décide de repartir. Et à ce moment, certains disent un policier, d'autres disent un gendarme. Toujours est-il que cette personne prend son arme et tire. Certainement, je pense qu'il devait avoir une carabine. En tout cas, certains documents parlent d'une carabine et pas d'un revolver. Revolver. Et il tire donc en l'air. Et c'est cette balle qui tue? Et cette balle tue le jeune. Une balle et l'histoire fait que, à l'époque, il y a au sommet de ce truc une très grande croix, avec le Christ, et le gamin dit la légende, mais c'est des choses qu'un historien ne peut pas confirmer, mais je les trouve très belles. Il serait venu mourir au pied du Christ. Donc, dans l'aspect événementiel, voilà un peu décembre 59. Donc, le fait en soi, il est merveilleux parce que c'est le premier événement véritablement urbain. Il n'y a eu qu'un élément de ce genre à Saint-Pierre, mais qui n'avait pas pris cette ampleur. Et décembre 59 est nouveau au sens où c'est la première véritable émeute urbaine de Martinique. Donc l'événement, il est premier, il est nouveau, et donc il opère avec des codes qui ne sont pas connus, et des services d'ordre et de la population. Donc, il est merveilleux en ce sens. Mais là, en décembre 59, trouve toute sa singularité, c'est que décembre 59 ne prend pas racine uniquement en Martinique. Une fois que l'événement s'est produit, les étudiants martiniquais, et c'est le début du nationalisme martiniquais, tant au niveau des étudiants qu'au niveau des Martiniquais qui sont déjà installés sur place. Bon. Et donc, ce peuple antilo-guyanais s'approprie l'événement, considère que c'est un événement non pas simplement martiniquais, mais un événement antilo-guyanais qui témoigne du colonialisme français. Donc l'événement n'est pas vécu dans sa dimension accidentelle. L'événement est inscrit dans l'histoire. Et décembre 59 bénéficie d'un parrain exceptionnel, même s'il n'a pas encore l'audience qu'il a aujourd'hui, mais Frantz Fanon. Et l'on se retrouve donc à Paris, il me semble que c'est le 15 janvier, me semble-t-il, à la Mutualité de Paris, on se retrouve à une manif où tout ce qu'il y a comme anticolonialisme, anti-guyanais, réunionnais, africain, français, se retrouve sur ce site.
Et je précise enfin que l'événement, il est tout de suite propulsé parce que l'agence TASS, c'est-à-dire l'agence de l'URSS, parle de décembre 59. La Chine, semble-t-il, j'ai un doute sur le document parce que il n'est pas direct, c'est quelqu'un qui cite quelque chose, mais il semble que la Chine réagisse à décembre 59. L'Amérique du Sud réagit à décembre 59 et enfin certaines îles des Antilles réagissent à décembre 59. Donc l'événement prend sens par cette mobilisation militante qui se fait immédiatement, et donc décembre 59 reçoit donc un accompagnement politique qui n'est pas sur le terrain, mais qui caractérise décembre 59 désormais, et l'événement est traité comme tel. D'accord. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un événement qui est fascinant, parce que entre la chose du terrain, qui est puissante, qui est forte, qui est revendicative, et l'interprétation anticolonialiste, voire même révolutionnaire, le PC à un moment donné présente les jeunes, on se dit mais ce sont des révolutionnaires. Donc il y a ce truc, et quand j'ai commencé mes premières conférences, je me rappelle notamment la toute première, c'était à Toulouse, j'étais étudiant dans le cadre de la GEM. J'ai fait cette conférence en soulignant que décembre 59 était puissant en Martinique, parce que c'était nouveau avec des gens, beaucoup de jeunes, le maximum de jeunes dans la rue. C'est la révolte des jeunes, mais la puissance de décembre 59 est là encore plus grande une fois que l'anticolonialisme international s'approprie l'événement et en fait un élément repère. Donc décembre 59, c'est un peu ça. Et l'on ne peut comprendre véritablement l'importance de décembre 59 que si l'on tient compte de ces deux paramètres. L'un nourrit l'autre et l'autre nourrit l'un. Donc voilà, décembre 59, c'est un 2 en 1. Alors, professeur, pardonnez-moi si je fais digression et que... Enfin, moi, je vois dans tout ça aussi une relation à ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, lorsque les jeunes martiniquais ont jeté des statues pour manifester un certain ras-le-bol. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde entier? On a vu les gens jeter des statues dans tous les pays, aux États-Unis, en Angleterre, et bien d'autres endroits encore, je n'ai pas tout en tête, mais ça aussi, c'est parti de la Martinique. C'est après l'histoire de George Floyd aux États-Unis, mais les statues venaient de chez nous. Je vais te dire un truc. Je crois que en tripatouiller l'histoire, à chercher dedans, à essayer de voir, aller derrière Dubaï là pour Sakini, je pense que j'ai dû développer une forme d'intuition. La veille, je suis sur la savane. Et je me rends compte que les statues ont été taguées et elles ont déjà été incendiées. Quand je vois ça vers 23 heures, les statues ont déjà été incendiées. Okay. Je dis non. Ma place est certainement sur la savane. Je change, je prends mon matos, je prends de quoi faire, je descends, et je ne le cache pas, j'étais présent quand la statue de Joséphine a été déchouquée. Ouais. Bien évidemment, j'y étais en qualité d'historien, de spectateur. Je n'étais pas acteur de la chose, mais je suis resté. J'ai demandé si je pouvais faire des photos, parce que souvent, dans ce genre d'événement, on te demande de dégager. J'ai eu cette autorisation des jeunes et j'ai donc pu faire des photos. Mais jusqu'à ce que les types mettent la statue de Joséphine à terre, ainsi que celle de... Chelcher. Non, d'Hénambuc. D'Hénambuc, oui, Fort-de-France, oui. Oui.
Shellshare, et j'y étais pas, j'ai appris ça à la télé. D'accord. Est-ce que vous faites un parallèle avec 59, enfin parallèle, c'est pas 59 qui a produit ça, mais est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les deux œuvres? On ne peut pas pour deux raisons. Un pense que l'événement qui initie la Martinique, je crois savoir, mais j'en suis pas sûr, je mets des guillemets, je répète ce que j'ai entendu, que le déchoucage des statues auxquelles nous avons assisté un peu partout dans le monde, il semblerait, donc, je vais mettre en lot forme pour pas de problème, il semblerait que ça commence d'abord en Martinique. Le point de départ, ça serait ce qui s'est passé à Shellshare, et pour Shellshare, à Shellshare, sur une statue de Shellshare, et à Fort-de-France, devant le palais de justice. Ça semble être, en tout cas, une des premières expressions de ce rapport nouveau que l'on a au colonialisme. C'est-à-dire que, en tant qu'historien, quand je prends du recul, je me dis que devait forcément arriver un moment où les gens des colonies, les peuples qui ont été colonisés et qui, d'une manière ou d'une autre, ont été victimes du colonialisme, fallait fatalement, un jour ou l'autre, qu'ils regardent leur propre passé et qu'ils réagissent par rapport à ce passé. Donc, personnellement, je pense que c'était une chose nécessaire, mais elle n'aura de sens que sur le temps quand nous pourrons dire que ça a aidé les populations à voir, à comprendre, à entrer dedans et à aller de l'avant. Parce que je ne vois pas véritablement l'intérêt de revenir en arrière si ce n'est pour aller en avant. Donc, je pense que les peuples de la Caraïbe, j'ai même vu qu'il y a eu en Afrique des déchoucages de statues dans certains pays d'Afrique. Donc, je dis que si ça permet au peuple d'avancer et si ça permet aux populations, quelle que soit leur ethnie, de se regarder enfin en face, ça aurait été une bonne chose. Maintenant, si ça reste quelque chose sans suite, ça va donc entretenir une espèce de méfiance. Et ce n'est pas un hasard si peu après l'événement, il y a eu une histoire pour une dame qui s'en prend à quelqu'un qui veut fêter une année, je crois que c'est au Diamant. Il y a eu des tensions immédiates après ça. Et ce n'est pas le seul cas où on a vu des crispations. Donc, je dis que ce genre d'événement doit nous aider. Qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit entre les deux, doit nous aider à nous approprier ce que notre environnement, nous rendre compte que il faut que ce pays, parce que c'est notre pays, il faut que ce pays aille de l'avant. Et je pense que cette période a certainement permis aux gens de s'interroger, de se regarder, et je pense que nous pourrons encore faire d'autres pas. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Vous parlez du diamant. Cette personne avait traité des gens qui fêtaient leur anniversaire de singe. J'ai pas les détails, mais je sais que c'était assez violent du point de vue lexical. Il y a raison que là, comme ça, dans notre pays, non, on doit faire avancer les choses. Et je pense que les nouvelles générations nous regardent et elles feront bien mieux que la nôtre. Monsieur le professeur, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous écouter. Te remercier. Vraiment, sincèrement. On me fait signe qu'il faut arrêter, mais je vous aurais écouté encore. Non, c'est du bonheur d'avoir. Je précise que tu es mon ancien élève du lycée de Trinité. Et c'est absolument... Professeur, on appelait le lycée de Trinité à l'époque le lycée Maudit. Non. Le lycée François, non, mais le nom qu'on lui avait donné, c'était le lycée Maudit, parce que beaucoup de choses aussi démarraient des fois de Trinité, de ce lycée.
Non, ça prouve simplement que votre génération, notamment celle de Trinité, était une génération qui était capable de réagir à son environnement immédiat. Et c'est le point de départ de quelque chose qui aujourd'hui fait que tu es là, tu es acteur de ce pays. Merci, monsieur le professeur. Merci beaucoup. Non, c'est moi qui dois te remercier. Allez. C'est Louis-Georges Placide, professeur de lettres, professeur de lettres et d'histoire à la retraite. Il a rédigé un mémoire. Et là, aujourd'hui, il est venu nous parler de décembre 1959 et ça a pu éclairer beaucoup de points qui étaient restés dans l'ombre, enfin pour certaines personnes. Merci, professeur. Allez. Bonne fête de fin d'année et puis le meilleur pour l'année prochaine, si Dieu veut. À toi aussi et longue vie. Merci. Merci, professeur. Allez. Bye bye. Okay. Merci, Manuela, pour la réalisation. Merci à vous chez vous. J'espère que vous avez pris le temps d'écouter, de bien écouter et cette émission va être rediffusée plusieurs fois. Merci à tous. Bonne fête.